suivre mon propre rythme et chaque enseignant dans le TD également, hein, et sur un programme qui n'est pas identique, hein, même si encore une fois il y a des points communs. Hein. Donc ne vous inquiétez pas si le rythme n'est pas le même, si les points abordés ne sont pas exactement les mêmes, c'est tout à fait normal. Hein. Voilà, alors le programme de ce semestre concerne la syntaxe mensongère, c'est-à-dire que nous allons analyser à travers quelques chapitres en quoi la syntaxe n'est pas toujours en rapport avec le sens qu'elle véhicule. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être nouveau pour vous. Hein. Alors aujourd'hui, nous allons commencer avec des choses relativement simples, et puis après, ça se complexifiera un petit peu, mais enfin, nous allons adopter un rythme relativement calme et lent, hein, et serein. Et puis à chaque fois qu'il y a des choses que vous ne comprendrez pas, si ça se produit, hein, n'hésitez pas à intervenir et je répéterai bien volontiers. Hein, donc j'ai préparé un exemplier qui va s'afficher, hein, dans un instant, qui vous aidera à mieux suivre, hein, ce que je dis. Donc, encore une fois, le rythme, vous verrez, est relativement lent, ça ne devrait pas poser de problème, je pense. Hein. Voilà, donc on va examiner à travers certains chapitres des cas de syntaxe mensongère. Donc vous voyez les chapitres que nous allons voir s'affichent, il y en a 4. Hein, et nous allons commencer aujourd'hui par les types de phrases. Hein, ce sont des choses que vous avez en principe déjà vues, ou en tout cas vous en avez entendu parler. Hein, mais là, on va les revoir sous un angle un tout petit peu différent. Hein. Alors en termes de bibliographie, alors je me sers de différents ouvrages pour ce cours. Alors évidemment du mien, parce que forcément, hein, les cours que je fais se reflètent dans ce que j'ai écrit. Hein. Donc je me sers d'un des tomes de ma grammaire, c'est-à-dire du tome 1 de syntaxe, hein, qui apparaît dans le document, enfin dans la bibliographie que vous avez sous les yeux. Mais je me sers également d'autres ouvrages, hein, notamment celui de Laure Gardel, de Jean-Rémy Lapère et Wilfried Rogier, entre autres. Hein, il s'affiche également. Voilà, je pourrais vous envoyer cette bibliographie si elle vous intéresse. Hein. Et donc, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas dans le cours, hein, à chaque fois dans l'exemplier, je vous noterai les pages exactes, hein, auxquelles vous pourrez vous reporter dans le livre, dans le mien, hein, dont je m'inspire évidemment en priorité. Alors, concernant les modalités de contrôle des connaissances, vous aurez un écrit d'1 heure, alors j'imagine en présentiel, mais enfin si ça n'est pas en présentiel, ça sera à distance. Hein. Donc c'est un écrit d'1 heure, et à l'intérieur de cet écrit, vous aurez une partie qui concerne le CM, qui sera distincte de la partie TD. Hein. Et il s'agira d'un commentaire grammatical qui sera noté sur 10 et qui portera exclusivement sur le cours magistral. Donc cette épreuve en 1 heure se divise en deux. Un commentaire grammatical qui porte sur le CM, un autre commentaire grammatical qui porte sur le TD. Et les programmes sont différents. Pour ce qui concerne le CM, nous allons faire toute une série de commentaires grammaticaux ensemble, hein, au cours du CM. Et l'examen portera sur un de ces commentaires grammaticaux que nous aurons vus ensemble. Alors évidemment, je vais changer les termes, hein, du commentaire grammatical que je vous proposerai, mais ça sera très exactement la même problématique, hein, les mêmes points que nous aurons traités, ou un ensemble de points que nous aurons traités en cours magistral. Hein. Donc il n'y a absolument aucune surprise. Vous ne pouvez pas être interrogé sur autre chose. Et si vous n'êtes pas en présentiel, eh bien vous ferez ce commentaire grammatical en 1 heure, en temps limité, et puis on verra selon quelle modalité. Voilà, qui sont peut-être un petit peu amenés à évoluer, ça je ne sais pas. Puisque l'année dernière, ce CN n'avait pas fait l'objet d'un examen en fin d'année, puisque nous étions en plein confinement et que voilà, on n'avait pas pu s'organiser véritablement encore à l'époque. Cette année, de toute façon, il y aura un examen, hein, sur cet enseignement. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade euh, sur, sur le contenu du cours. Vous voyez, sur quoi que ce soit qui serait afférent au cours. N'hésitez pas, hein, à intervenir. Bonjour, non, mais à mon avis, vous voyez pas le chat, mais du coup, il y a eu plusieurs questions. Je- S'il y avait une page à métis et si vous oui, alors, mettiez oui, l'exemplier ou pas dessus. non, alors je n'ai pas mis l'exemplier, mais je peux le mettre après, hein, je peux le mettre après le cours. Là, je vais le faire défiler sous vos yeux, donc vous n'en avez pas vraiment besoin pour suivre parce que vous allez suivre en même temps que moi, mais je peux le déposer en effet sur la page. Et j'ai créé une page hier, alors j'espère que vous y aurez accès, que certains d'entre vous ont été voir, ayant eu accès. Peut-être que quelqu'un pourrait me le dire si c'est le cas. Mais moi, je l'ai pas vue et je sais pas comment elle est intitulée. Du coup,
Mais je crois que j'ai mis le code. Si vous tapez HLA 601B, HLA 601B, vous devriez y avoir accès. Excusez-moi, madame, mais je viens Oui, d'essayer à l'instant là et ça marche pas avec Ouais, 600 MB. ouais. Il n'y a du coup, aucune page qui est trouvée. il n'y a aucune page. Bon, cet après-midi, je vais voir avec le technicien et ça sera réglé. Hein. Si ça n'est pas réglé aujourd'hui, ça sera réglé demain. Hein. J'ai créé cette page hier en début d'après-midi. Il y avait Voilà, quelqu'un enfin, aussi qui avait demandé si c'était en rapport avec l'option qu'on a eue avec vous au semestre précédent, peut-être en termes d'examen et de commentaires. oui, alors c'est pas exactement la même chose, mais si vous voulez, c'est le même principe. Hein, c'est-à-dire que je ne vais pas vous interroger sur autre chose que le type d'exercice qu'on aura vu en cours. Et là, ce semestre, on va voir des commentaires grammaticaux. Je ne crois pas que j'en ai fait de façon très structurée au premier semestre, puisqu'il s'agissait davantage d'exercices explicatifs, vous voyez. Là, on va vraiment, véritablement faire des commentaires grammaticaux, parce que c'est un type d'exercice qu'on vous demande au concours de recrutement des enseignants du second degré. Et ce cours est axé beaucoup sur la grammaire dans une perspective de l'enseignement. C'est pour ça qu'on choisit ce type d'exercice. Donc il y a des rapprochements bien sûr, mais ça n'est pas exactement la même chose. En tout cas, la méthode est la même, puisque voilà, l'examen, ça ne sera pas autre chose que ce qu'on aura vu en cours. Vous n'aurez pas d'autres exercices. Voilà, si c'est ça la question. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. En effet, je ne vois pas la conversation là, avec les documents que j'ai ouverts. Est-ce qu'on peut commencer? Oui, pour l'instant c'est bon, il n'y a pas d'autres questions. Bah, peut-être que si jamais si vous voyez pas le chat, je vous dirai si jamais il y a des questions qui sont posées. Très, très, très volontiers, merci. Donc voilà, on va commencer par le premier chapitre qui s'intitule Type de phrase et des connexions forme-sens. Vous voyez bien l'exemplier que je fais défiler sous vos yeux, n'est-ce pas? Vous l'avez bien sous les yeux dans le partage d'écran. Oui. Oui. D'accord, voilà. Parfait. Moi, bonjour. Oui. Est-ce que la page de maîtrise sera Oui. accessible à tout le monde, est-ce que vous mettrez donc ces documents Word sur la page? Oui, tout à fait. Quelqu'un vient de me poser la question, je le ferai. J'essaierai de le faire avant le cours. Mais si, pour une raison ou une autre, je préfère ne pas l'avoir, enfin, le faire défiler l'exemplier pendant le cours, je le mettrai après le cours. Mais de toute façon, vous l'aurez. Vous vous y reportez pour réviser, si c'est Oui, c'est c'est ça. Voilà. Très bien, merci. Voilà, donc vous avez le titre et vous voyez également les pages du livre qui correspondent à ce chapitre. Alors évidemment, sous une version qui est beaucoup plus longue. Enfin, s'il y a quoi que ce soit que vous ne comprenez pas, vous pouvez vous y reporter. Vous trouverez des explications supplémentaires. Voilà. Donc, on va mettre grand 1, les quatre types d'énoncés ou de phrases. On va retravailler les types de phrases, mais dans une perspective un petit peu différente, partant de choses que vous connaissez déjà et puis qu'on va un tout petit peu complexifier. Voilà donc les 4 types d'énoncés, et on va commencer par le type 1, énoncé déclaratif, positif ou négatif. Voilà, donc l'ordre de base des constituants d'un énoncé, l'ordre de base d'un constituant d'un énoncé déclaratif, et le suivant, il s'affiche, c'est l'ordre que vous avez en rouge sous les yeux. Donc vous avez d'abord le sujet, S pour sujet, éventuellement un auxiliaire, il n'y en a pas toujours, le verbe, et puis parfois un objet, parfois un attribut. C'est ce que vous avez dans la formule. S, OX, VOA. Plus simplement, je dirais SVO, mais SVO, ça veut dire ça, vous voyez. Donc ça correspond à l'ordre de base des constituants d'un énoncé simple et déclaratif, que vous connaissez tous. Donc c'est cet ordre SVO, S auxiliaire qui est facultatif, verbe, là, il va vous en falloir un, dans un énoncé bien formé, un objet, il n'y en a pas toujours, un attribut, ou un attribut. Alors par exemple, pour prendre des exemples très simples, vous voyez, si vous dites John ate an apple, mais vous avez l'ordre SVO, sujet, verbe, objet,
John didn't eat an apple. Ben, vous avez votre sujet, votre auxiliaire, didn't, votre verbe, et an apple qui est l'objet. Et dans le même ordre d'idée, si vous dites John is at home, eh bien vous avez votre sujet, John, votre verbe, be, at home, qui est l'attribut du sujet, John. Et même chose pour John is not at home, où vous avez votre sujet, votre verbe be qui sert ici d'auxiliaire également, et puis at home, qui est votre attribut du sujet. Vous voyez ? Alors, je fais une toute petite parenthèse. Dans le premier cas, avec John ate an apple, vous avez affaire avec ate, eat, un verbe qu'on appelle lexical, c'est-à-dire qui contient un contenu lexical, qui envoie un référent, un acte, qui est celui de manger. Et dans le deuxième cas, vous avez affaire avec be, à ce qu'on appelle un verbe de liaison, c'est-à-dire un verbe qui est dématérialisé. Dématérialisé comme matériel, dématérialisé, c'est-à-dire qu'il est vidé partiellement de son sens lexical, origine, puisqu'à l'origine il signifie exister, vous voyez. Et dans ce cas-là, quand il est suivi d'un attribut, il sert à relier le sujet à son attribut, vous voyez, et il fonctionne comme un verbe de liaison. Donc ce verbe de liaison, c'est un verbe qui est vidé, partiellement en tout cas, de son contenu lexical originel. C'est pour ça qu'on dit qu'il est dématérialisé. Donc ça, c'est une parenthèse. Si vous l'avez noté, très bien. Si vous n'avez pas le temps de noter, ça n'est pas grave. C'est juste pour fixer les idées. Et pour peut-être vous remémorer la différence entre objet, complément d'objet et attribut du sujet, vous voyez, dans le premier cas, vous avez un verbe lexical qui est eat. Et le fait que vous ayez un verbe lexical suppose que ce qui le suit soit différent du sujet. Quand vous dites John ate an apple, John est différent d'un apple. S'il y a une différence entre le sujet et ce qui suit le verbe, ça veut dire que vous avez un verbe lexical d'abord, et ça veut dire aussi que ce qui suit, c'est probablement un objet. Donc quand vous dites John ate an apple, John est différent de apple, bien sûr. Donc ce qui suit, c'est l'objet. C'est un complément d'objet qui est affecté par l'action de John eat. Vous voyez ? Dans le même ordre d'idée, quand on dit John is at home, John égale at home. Il y a un rapport d'égalité, alors c'est une égalité non stricte entre les deux, mais c'est un rapport d'égalité entre John et at home. Puisque vous avez un rapport d'égalité, ce qui suit, ça ne peut pas être un objet. Si vous avez un rapport d'égalité, ça veut dire que ce qui suit, c'est une propriété du sujet. Ce qui suit définit le sujet. Et si c'est une propriété du sujet, at home, c'est forcément un attribut du sujet. Vous voyez ? Et les verbes de liaison, comme be ici, qui sont dématérialisés, qui sont vidés de leur sens lexical, sont suivis d'un attribut du sujet. Vous voyez ? Donc, je referme la parenthèse et je résume ce que je viens de vous dire. Dans le premier cas, vous avez l'ordre SVO. Et pour que vous ayez l'ordre SVO, il faut que vous ayez un verbe lexical, c'est-à-dire un verbe qui a un contenu sémantique. Et ce verbe instaure un rapport de différence entre John et un apple. John agit sur un apple. Et puisque John agit sur un apple, il y a un rapport de différence. Donc un apple, c'est l'objet du verbe. En revanche, dans John is at home, puisque vous avez un rapport d'égalité entre les deux, eh bien, ce qui suit at home, c'est une propriété du sujet. Il n'y a pas de différence entre les deux, c'est une propriété du sujet. John n'agit pas sur quelque chose qui est différent de lui, c'est juste une propriété qui lui est attribuée. Donc, ce qui suit be, c'est un attribut du sujet. Et be, c'est un verbe de liaison, c'est-à-dire qui est dématérialisé, qui est vidé de son contenu, qui ne sert qu'à relier. Voilà, je ferme la parenthèse. Bien, alors je reviens à ce que je vous disais. Donc, vous avez affaire à un premier type de phrase, là, d'énoncé. Vous avez affaire à des énoncés déclaratifs qui suivent cet ordre-là, SVO, grosso modo, ou SVA. Avec ce type d'énoncé, je reprends ce que je vous disais, avec ce type d'énoncé et cet ordre, SVO, le locuteur déclare vrai, la relation. Alors, je prends par exemple le premier exemple, ça serait la même chose pour le deuxième. Donc, le locuteur déclare vrai la relation John eat an apple, que vous avez sous les yeux,
il déclare vrai la relation John eat an apple. Pardon, je fais exprès de ne pas conjuguer le verbe. Hein. La relation eat an apple. Ou il déclare vrai, ou il déclare vrai la relation not eat an apple. Hein. La relation not eat an apple. Donc, quand il déclare vrai la relation John eat an apple, vous avez un énoncé déclaratif positif. Quand il déclare vrai la relation John eat an apple, vous avez un énoncé déclaratif positif. Et quand il déclare vrai la relation John not eat an apple, vous avez un énoncé déclaratif négatif. Vous avez un énoncé déclaratif négatif. Voilà. Chaque fois, la relation prédicative, hein, c'est la relation qui s'instaure entre John et la suite de la phrase. Hein, entre John, le verbe, et la suite de la phrase. Dans les deux cas, la relation prédicative est validée puisqu'elle est déclarée vraie. Hein, elle est validée positivement ou négativement, mais elle est validée puisqu'elle est déclarée vraie. Hein. Dans les deux cas, la relation prédicative est déclarée vraie, qu'elle soit validée positivement ou négativement. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus? Ne voyant pas le chat, n'hésitez pas à m'arrêter. C'est bon? Bien, alors maintenant vous avez un deuxième type d'énoncé que vous connaissez également, et là on va introduire des petits éléments que peut-être vous allez découvrir. Donc type 2, hein, deuxième type d'énoncé, les énoncés interrogatifs. C'est le deuxième type de phrase, hein, le type de phrase interrogatif ou les énoncés interrogatifs. Type 2, les énoncés interrogatifs. Donc vous l'avez là, les énoncés interrogatifs. Dans les énoncés interrogatifs, deux ordres sont possibles. Hein, donc on va voir l'ordre numéro 1. Alors, le premier ordre, c'est l'ordre auxiliaire sujet-verbe, auquel on ajoute WH, j'ai mis entre parenthèses, parce que WH n'est pas toujours présent. Donc l'ordre numéro 1, c'est l'ordre auxiliaire sujet-verbe que vous connaissez tous, dans lequel on adjoint WH, qui n'est pas toujours présent. Exemple, what would you like? Ou alors, did he succeed? Dans le premier cas, vous avez what, donc un mot en WH, l'auxiliaire, le sujet et le verbe. L'énoncé suit cet ordre. Dans le deuxième, vous n'avez pas WH et vous avez tout de même l'ordre auxiliaire, sujet, verbe. Vous voyez? Donc, what would you like, comme vous le savez, correspond à une question ouverte. Hein, où on peut répondre d'une multitude de façons. Hein, what would you like correspond à une question ouverte. Les questions en WH sont des questions ouvertes. Et did he succeed, hein, contrairement, à contrario, hein, correspond à une question fermée à laquelle on peut répondre en principe par oui ou par non. Et c'est plus compliqué que ça, c'est ce qu'on verra après, hein, à laquelle on peut répondre par oui ou par non en principe. Voilà, donc vous avez chaque fois le même ordre auxiliaire sujet-verbe. Vous pouvez avoir ou non, suivant le type de question, un mot en WH. Si c'est une question ouverte, vous avez votre mot en WH. Voilà. Alors, on va reprendre la question en WH. What would you like? Alors, la question en WH, votre question ouverte, comporte un présupposé. Toutes les questions ouvertes en WH comportent des présupposés, c'est-à-dire elles renvoient à un élément, à une phrase déclarative positive. Je m'explique. Quand vous dites « What would you like ?», ça présuppose hein, « You would like something » ou alors plutôt que « I, you would like something ». Dans l'exemple hier, j'ai mis « I, what would you like ?» Ça présuppose, je le modifie, hein, « You would like something », n'est-ce pas? Donc, toutes les questions en WH comportent un présupposé, vous voyez, déclaratif. Alors, on voit grâce au présupposé, hein, à you would like something, on voit grâce au présupposé que la question en WH, what would you like, porte
sur ce qui suit le verbe, hein, sur ce qui suit like. Hein. C'est ce que montre le présupposé. On voit que la question en WH, en fait, porte sur ce qui suit like. Hein. Elle porte sur something. Donc, elle porte sur le complément d'objet. Hein. Elle porte ici sur le complément d'objet. Et vous constatez, et on constate que WH dans la question, hein, on constate que WH dans la question se trouve en tête et n'occupe pas la même place que l'élément qu'il remplace dans le présupposé. Il n'occupe pas la même place que l'élément qu'il remplace dans le présupposé. Il n'occupe pas la même place que l'élément qu'il remplace dans le présupposé. Donc, je reprends ce que je viens de dire. Quand on dit « what would you like », ça présuppose « you would like something ». Donc, vous voyez qu'en disant « what would you like », la position de « what » en tête de phrase ne correspond pas à la position de ce sur quoi il porte dans le présupposé. Quand vous dites « what would you like », ça présuppose « you would like something », et dans le présupposé, votre « something », il est après « like ». Et vous voyez que dans la question, ce sur quoi porte « what » n'occupe pas la même place, tout simplement. Ça va jusque-là? Vous suivez? Oui. Bon, parfait. Alors, c'est vrai que pour terminer là-dessus, c'est vrai que dans une variété de langues plus familières, ou quand on n'a pas bien entendu quelque chose, on pourrait dire « you would like what ?» Vous voyez? On pourrait, c'est pas exclu, de dire « you would like what ?» Et à ce moment-là, « what » occuperait la même place que « something » dans le présupposé. Mais de façon prototypique, la position de « what » c'est en tête de phrase. Donc, il y a cette dissociation. Donc, ce placement en tête du mot en WH, porte un nom, ce placement en tête du mot en WH, qui encore une fois ne correspond pas à ceux qui le remplacent, à la position de ceux qui le remplacent dans le présupposé, ce placement en tête du mot WH, porte le nom de WH movement, je vous l'ai mis en rouge, WH movement ou WH fronting. WH movement ou WH fronting. Alors, on va prendre un autre énoncé pour que vous compreniez bien. Si je dis « Where did you go ?» j'ai encore une question WH, une question ouverte. Et cette question présuppose, si je pose cette question à quelqu'un, ça présuppose « you went somewhere », forcément. La question présuppose un énoncé déclaratif. Et vous voyez que la question porte sur « somewhere » qui occupe la place du complément circonstanciel à droite du verbe dans le présupposé. Vous voyez? Eh bien, quand je dis « where did you go », j'ai encore eu une opération qui s'appelle le WH movement. Parce que dans le présupposé, ce sur quoi porte where figure à droite et non pas à gauche, figure à droite du verbe. D'accord? Donc là encore, j'ai eu un WH movement. Ça va ou pas? Du coup, madame, ici, somewhere, il serait complément d'objet indirect de go? Alors j'y viens, je vous réponds tout de suite parce que c'est le point suivant. Je vous réponds. Voilà, alors, du coup, comme il y a ce lien, vous voyez, entre la question et le présupposé, puisque chaque question comporte son présupposé, vous voyez, what would you like présuppose you would like something, where did you go présuppose you went somewhere, eh bien, what aura la même fonction que l'élément qu'il remplace. En clair, dans le présupposé, dans you would like something, something, eh bien, COD de like, nous sommes bien d'accord.
Eh bien, dans la question, quand je dis what would you like, what sera aussi COD de like. C'est logique, hein, puisqu'il comporte un présupposé, la question comporte un présupposé, et what porte sur un élément du présupposé. Sa fonction, ça sera la même que ce sur quoi il porte dans le présupposé, vous voyez, que ce qu'il remplace dans le présupposé. Donc, what would you like, fonction de what, COD de like. De même que something est COD de like. Même chose avec where did you go. Where did you go comporte le présupposé you went somewhere, n'est-ce pas? Et quand on dit you went somewhere, somewhere, c'est complément circonstanciel de lieu du verbe go, n'est-ce pas? Donc, quand je dis where did you go, where sera complément circonstanciel de lieu to go. Il y aura la même fonction on aura la même fonction du mot d'endroit, aura la même fonction que ce sur quoi il porte dans le présupposé. Voilà. Ça va jusque-là? Alors, pour aller un peu plus loin, pour être complètement, vous voyez, vraiment pour aller jusqu'au bout du raisonnement, là, je vous parle de la fonction des éléments, mais je pourrais aussi vous parler de la nature des éléments. Quand on dit what would you like, apparemment, à partir du moment où what would you like présuppose you would like something, et que something c'est un nominal, eh bien what sera un pronom. Et un pronom interrogatif. Vous voyez? Interrogatif, ça se met directement en anglais. Pronom interrogatif. Vous voyez? Puisqu'il remplace something. Something, c'est un pronom. C'est un groupe nominal. Vous voyez? Et à l'intérieur du GN, c'est un pronom. Forcément, what, ça sera un pronom interrogatif. Maintenant, quand on dit you went somewhere, somewhere, c'est... vous voyez, à partir du moment où c'est un complément circonstanciel de lieu, en termes de fonction, il renvoie une indication adverbiale. Il précise le verbe, il précise les circonstances du verbe, de go, vous voyez. Donc, il a un rôle adverbial, et parce qu'il a un rôle adverbial, il appartient à la catégorie des adverbes, vous voyez. Somewhere, c'est un adverbe. Eh bien, puisque somewhere, c'est un adverbe, where, ce sera aussi un adverbe, et un adverbe interrogatif. Vous comprenez? La nature et la fonction du mot WH est la même que ce qui le remplace dans le présupposé. Voilà. Mais comme il n'occupe pas la même place, dans ce cas-là, on a eu un mouvement qui s'appelle WH movement, ou WH fronting. Et cette conceptualisation, ces termes que j'emploie, sont empruntés à Noam Chomsky, à la grammaire de Chomsky, d'une grammaire formelle, c'est de la syntaxe. Noam Chomsky. Noam. Voilà. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Oui. 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 Alors, moi, j'ai une question. Alors, je ne sais pas si du coup, c'est le même sens de go ici, mais est-ce que go a le sens de partir? Donc, je suis partie, donc on n'a pas besoin d'un complément, et donc somewhere, il est facultatif, ou est-ce que on a besoin forcément d'un complément en disant je suis quelque part? Oui, you went somewhere. Là, si vous voulez, c'est une excellente question que vous posez. C'est un complément circonstanciel, mais c'est un complément circonstanciel dont on a besoin, vous voyez, pour construire la phrase. Et ça fait partie de ces cas où vous avez affaire à un complément circonstanciel qui, au lieu d'être facultatif, est obligatoire. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais voilà, ma question, en fait, entre un peu dans votre logique. C'est plus compliqué que ça, mais on pourrait dire ici que votre complément circonstanciel, alors que normalement il devrait être facultatif, il est obligatoire. Mais ça n'en fait pas un objet pour autant. Il y a des compléments circonstanciels parfois qui sont obligatoires. D'accord. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, mais ça va dans votre sens en tout cas. Oui. Parce qu'au premier semestre, on a vu que, par exemple, la phrase I went to London, par exemple, Oui. London ne pouvait pas être complément circonstanciel parce qu'on avait forcément besoin de quelque chose après went.
Mais si je vous dis go, now go, go, vous voyez que vous n'êtes pas obligé d'avoir quelque chose après go. D'accord. Ça dépend du contexte. D'accord, merci. Ça dépend du contexte. Mais, alors, pour vous répondre, go to a place, il y a des linguistes qui disent que précisément parce que si vous dites I went to London, dans ce contexte-là, I went, vous voyez, si vous voulez dire que vous êtes allé quelque part, mais forcément, vous avez besoin de votre complément, vous voyez. Donc, il y a des linguistes qui disent que parce que c'est un complément dont on a besoin et qui est obligatoire, c'est un complément d'objet. Et d'autres linguistes disent que ça n'est pas un complément d'objet, ça reste un complément circonstanciel, mais c'est un complément circonstanciel obligatoire. Et d'ailleurs, si vous devez poser une question, vous allez dire « Where did you go ?» Vous voyez? Et « where » c'est un adverbial. Et l'adverbial est lié aux circonstances, c'est-à-dire au complément circonstanciel. Vous voyez? Donc, on peut en effet, certains linguistes peuvent avancer l'hypothèse qu'il s'agit d'un objet, et d'autres linguistes peuvent aussi avancer l'hypothèse qu'il s'agit d'un circonstant. Vous voyez, en linguistique, il y a débat, et sur les étiquettes, parfois les linguistes ne sont pas tout à fait d'accord entre eux. Donc là, on vous a proposé une interprétation, en effet, c'est tout à fait exact, elle existe. Il existe une autre interprétation. C'est celle que j'ai utilisée pour vous donner cet exemple. Voilà. D'accord ? Très bien, merci. Alors maintenant, toujours dans le cadre du type 2, des énoncés interrogatifs, vous avez un deuxième ordre qui est possible, qui s'affiche sur l'écran. Donc c'est l'ordre WH, donc who, what, etc. Verbe, objet ou attribut. Alors ça s'incarne avec l'exemple que vous avez sous les yeux. Who saw you? Vous voyez? Who saw you? Vous avez WH, donc who, votre verbe qui est conjugué, et you. Là, vous n'avez pas d'auxiliaire. Alors, il faut ajouter ceci. Donc, je poursuis la dictée. La question, ce deuxième type de question, avec cet ordre-là, c'est-à-dire WH, le verbe, sans auxiliaire, l'objet ou l'attribut, cette question contient un présupposé aussi, contient également un présupposé déclaratif. Cette question, qui est sans auxiliaire cette fois, contient également un présupposé déclaratif. Comme toutes les questions WH, elles ont toujours un présupposé déclaratif. Elles présupposent someone saw you. Alors je vais changer le pronom, someone saw you. Who saw you? Someone saw you. Sinon, vous ne pouvez pas poser cette question-là. Vous voyez, donc elle comporte un présupposé qui est someone saw you. Jane saw you, par exemple, Jane saw me dans la réponse. Vous voyez, comporte un présupposé. Donc, on voit que who qui est en tête de phrase, occupe la même position que l'élément sur lequel il porte dans le présupposé. Vous voyez, who est en tête. Et l'élément dans le présupposé aussi est en tête. Donc on voit que who occupe la même position que l'élément sur lequel il porte dans le présupposé. Donc, dans ce cas, et contrairement à l'énoncé qui précède, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il n'y a pas de WH movement. Dans ce cas-là, contrairement à l'exemple qu'on vient de voir, qui précède, il n'y a pas de WH movement et il n'y a pas non plus d'inversion auxiliaire-sujet parce que je n'ai pas d'auxiliaire ici. Et il n'y a pas non plus d'inversion auxiliaire-sujet. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'inversion auxiliaire-sujet? Eh bien parce que c'est WH, c'est who, qui est sujet du verbe. Pourquoi n'y a-t-il pas d'inversion? Eh bien, tout simplement parce que c'est who qui est sujet du verbe. Donc, pas de WH movement, pas d'inversion, auxiliaire-sujet, je n'ai pas d'auxiliaire là. Voilà. Et donc, je n'ai pas de mouvement. Who occupe la même place que someone dans le présupposé. Pas de WH movement. Et comme tout à l'heure, comme dans le cas précédent,
Who a la même fonction que someone dans le présupposé, hein, dans le présupposé sous-jacent. Who a la même fonction que someone dans le présupposé sous-jacent. Donc, who est sujet, tout comme someone était sujet. On va pousser notre raisonnement jusqu'au bout. Someone, fait partie d'un GN, c'est un pronom. De même que someone est un pronom, who est également un pronom. Et un pronom interrogatif. Alors, on va prendre un deuxième exemple. Ça sera what happened. What happened. Ben, vous voyez que dans ce cas-là, what happened, comme tout à l'heure, nous avons un présupposé, something happened, pour dire ça, il faut que j'ai un présupposé, something happened. Dans ce cas, vous voyez, il n'y a pas de WH movement, puisque what a la même place que something dans le présupposé. Donc, what est sujet, de même que something est sujet dans le présupposé, sujet du verbe. Hein. What sera pronom de la même manière que something sera pronom. Voilà. Hein. Alors, pour conclure ce paragraphe, hein, il existe deux ordres possibles des énoncés interrogatifs. Hein, deux ordres possibles des énoncés interrogatifs. Donc, premièrement, c'est l'ordre auxiliaire sujet-verbe. Hein, auxiliaire sujet-verbe. Et vous allez mettre devant WH parce que, suivant que j'ai une question ouverte ou fermée, j'ai ou non WH. Hein, donc, le premier, c'est auxiliaire sujet-verbe. Avec WH qui est facultatif, hein, suivant le type de question que j'ai. Et le deuxième, c'est WH. Hein, là, il me le faut, hein, en WH, parce qu'il est sujet. WH, verbe, objet ou attribut. Hein, verbe, objet ou attribut. Et on constate que... Vous pouvez reprendre ça, s'il vous plaît? Je reprends. Alors, je vais essayer de vous le noter. Je vais remonter sur l'exemplier. Voilà, je vais vous le noter. La conclusion, elle est là. La deuxième est là. Pour conclure, hein, sur ce deuxième type des énoncés interrogatifs, on peut avoir deux ordres. Hein. Donc, l'ordre numéro 1, ben, c'est l'ordre auxiliaire sujet-verbe, avec ou non WH. Si j'ai une question ouverte, j'aurai WH. What would you like? Si je n'ai pas WH, j'aurai une question fermée. Do you like it? Et le deuxième ordre, ça c'est quand WH est sujet, vous voyez. Dans ce deuxième ordre, ben, j'ai forcément une question ouverte, j'ai WH, puis le verbe conjugué, what happened, et éventuellement un objet. Là j'en ai pas avec what happened, mais avec who saw you, j'aurai un objet. Et un attribut après. Un attribut après ou sans attribut, enfin ça dépend du type de phrase que j'ai. Je vais enlever ça parce que c'est peut-être source d'erreur. Voilà. Alors, je voudrais ajouter, toujours pour conclure, que dans une des deux questions WH, hein, que vous ayez la première ou la deuxième, dans la première, la question WH ne porte pas sur le sujet, mais sur l'objet ou sur le circonstant, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Dans la deuxième, en WH, elle est sujet. Hein. Dans une des deux questions en WH, vous avez un WH fronting, et dans l'autre, vous ne l'avez pas. Hein. Dans l'ordre numéro 1, vous avez un WH fronting, parce que la question, votre WH porte sur l'objet ou porte sur le circonstant. Dans le deuxième cas, vous n'avez pas de WH fronting parce qu'il est sujet et qu'il correspond dans le présupposé, et que dans le présupposé, il correspond au sujet aussi. Vous voyez. Donc ici, j'ai un WH fronting. Vous reprendrez vos notes, hein, si ça n'est pas très clair. Là, j'ai un WH fronting. Là, je n'en ai pas. Hein.
dans l'ordre numéro 1. Si j'ai une question WH, hein, si ma question c'est une question fermée sans WH, ça ne se pose pas. Mais si c'est une question en WH, j'ai un WH fronting parce que mon WH porte soit sur l'objet, soit sur un circonstant. Dans le deuxième ordre, comme WH c'est le sujet, il n'y a pas de WH fronting. Donc syntaxiquement, c'est la différence entre les deux. Et sémantiquement, maintenant, au plan du sens, ça c'est très important, au plan du sens, les énoncés interrogatifs véhiculent un déficit, hein, les énoncés interrogatifs déficit véhiculent un déficit, et ils servent de ce fait à poser des questions. C'est évident, hein, je préfère vous le dire parce que vous verrez que plus tard, ça ne sera pas si évident que ça. Et ils servent à poser des questions. La relation prédicative, c'est-à-dire la relation entre le sujet et ce qui suit le sujet et le verbe et ses compléments, la relation prédicative n'est pas validée. Quand j'ai un énoncé interrogatif, évidemment, la relation prédicative n'est pas validée. Ou en tout cas, la relation prédicative n'est pas validée, ou en tout cas, l'énoncé contient une incertitude. C'est plus compliqué que ce que je vous dis, mais pour l'instant, on commence par du simple. Hein, la relation prédicative n'est pas validée, ou en tout cas, l'énoncé contient une incertitude. Voilà. Avez-vous des questions à poser sur ce deuxième cas de figure? Vous voyez sur ce qu'on a dit, sur les WH fronting, c'est pas facile hein, d'expliquer ça à distance, mais s'il y a quelque chose que vous voulez que je reprenne, je le fais bien volontiers. C'est bon? Excusez-moi, moi je veux bien que vous répétiez du coup la phrase que vous venez de dire avant la relation prédicative. Alors, ce que je disais, c'est qu'au plan, vous voyez ce schéma syntaxique, ces deux schémas syntaxiques, ces ordres-là, auxiliaire, sujet, verbe, vous voyez, ou alors le deuxième ordre, hein, quand WH est sujet, hein, par exemple, what happened, hein, ces énoncés, ces ordres, hein, sont liés à des déficits d'information, à des manques, hein, à des doutes, à des incertitudes. Hein. C'est la raison pour laquelle ces schémas, hein, ces syntaxes interrogatives hein, sont liées au sens interrogatif et servent à poser des questions. En clair, une phrase interrogative, syntaxiquement interrogative, sert à poser une question. Voilà. Une phrase interrogative va servir à poser une question parce que la phrase interrogative suppose un déficit d'information, un manque, vous voyez. Donc, la syntaxe interrogative, hein, qui passe par ces schémas, est liée au sens interrogatif, au sens de questionnement. Vous voyez, à cet ordre-là est attaché le sens de questionnement. Quand j'ai l'ordre auxiliaire sujet-verbe, ben ça veut dire que je me pose une question. Vous voyez, ou quand j'ai l'ordre, quand j'ai une phrase comme what happened, donc j'ai l'ordre WH et le verbe conjugué, et c'est que je me pose une question. Vous voyez, donc à la syntaxe interrogative qui passe par ces ordres correspond le sens interrogatif, le sens de question. Voilà. Et chaque fois, la relation n'est pas validée parce que si je dis what happened, si je dis par exemple do you like it, la relation you like it n'est pas validée. J'attends que l'autre la valide, que l'autre me réponde yes I like it. Là, il la valide, il la présente comme vraie. Vous voyez ? Voilà. Donc la relation prédicative n'est pas validée, ou en tout cas, elle présente une incertitude. Elle contient une incertitude. Est-ce que c'est clair ? Je peux continuer ou vous avez besoin d'autres précisions? Est-ce que tout le monde a compris cette idée de WH fronting? C'est pas, vous voyez, c'est pas central dans mon propos. C'est juste que ça fait partie de la, vous voyez, des choses que l'on dit, que l'on doit avancer, de sorte de pouvoir aller plus loin après. Vous voyez, donc il faut que vous le compreniez quand même. Cette idée de mouvement ou pas de mouvement. Donc si je vous dis what did you buy? What did you buy? What did you buy? Ça présuppose you bought a car. Donc, what did you buy? À partir du moment où ça présuppose you bought a car et que
what porte sur K, hein, sur la chose qu'on a achetée. Vous voyez que K n'occupe pas la même position que what. Que l'objet dans le présupposé, forcément, est à droite du verbe, il n'occupe pas la même position que what qui est en tête. Mais là, il y a eu un WH fronting. Et si je dis who's guilty, who is guilty, somebody is guilty, vous voyez. Donc là, il n'y a pas eu de WH fronting puisque who remplace somebody qui est sujet. Voilà, tout simplement. Le troisième type de phrase correspond aux énoncés interrogatifs. Donc, troisième type d'énoncé, les énoncés impératifs, les énoncés impératifs, comme vous le voyez sur l'exemplier, les énoncés impératifs. Alors là, vous avez deux types d'impératifs. Il existe deux types d'impératifs. Petit 1. L'impératif de deuxième personne. Qui suit l'ordre numéro 1. L'impératif de deuxième personne qui suit l'ordre numéro 1. C'est-à-dire verbe et puis objet ou attribut. C'est ce que vous avez dans l'exemple answer me, Lucy. Answer, verbe, me, objet. Be good, verbe et attribut. Donc, vous avez, avec cet ordre numéro 1, un premier type d'impératif qu'on appelle l'impératif de deuxième personne. Alors, pourquoi deuxième personne? Parce que quand vous dites answer me, vous vous adressez à you. You, deuxième personne. Alors, you, ça peut être une personne ou ça peut être un ensemble de personnes. Vous voyez, ça peut être un you de pluriel, de sens pluriel. Mais en tout cas, quand on donne un ordre à quelqu'un ou quand on invite quelqu'un à faire quelque chose, eh bien, on peut le faire avec un impératif de deuxième personne. On le fait en général avec un impératif de deuxième personne. Voilà. Et l'impératif de deuxième personne suit cet ordre, verbe, objet ou attribut. Maintenant, deuxièmement, petit 2, il existe un deuxième type d'impératif, c'est l'impératif de première personne du pluriel, c'est l'impératif de première personne du pluriel. Et cet impératif de première personne du pluriel suit l'ordre numéro 2 et il se construit de cette manière-là, let's plus le verbe et l'objet, ou let's plus le verbe et l'attribut. Let's face it, let's be positive. Donc c'est l'impératif de première personne du pluriel. Faisons ça, et vous voyez, c'est la première personne du pluriel. Alors, cette première personne du pluriel suppose que je fasse partie du groupe. Donc, j'inclus les autres et moi-même. Je m'inclus dans le groupe. Donc, c'est comme si j'avais nous, vous voyez. Et dans cet impératif de première personne du pluriel, j'ai toujours let plus cet apostrophe S qui correspond, cet apostrophe S et l'abréviation de as qui correspond au sujet. Donc le S veut dire sujet. Là, quand je vous ai mis let plus S sans l'apostrophe, ça voulait dire sujet. Plus le verbe plus objet. Même chose avec let's be positive. Vous avez let plus apostrophe S là, c'est us, c'est le sujet. Be le verbe et a l'attribut. Vous voyez. Et vous avez toujours cet ordre-là quand vous avez des impératifs de première personne du pluriel. Alors, dans ce cas, à chaque fois que vous avez affaire à un impératif, dans les deux cas, le verbe n'est pas conjugué. Le verbe n'est pas conjugué, on a la base verbale, que ce soit answer me, answer ou face, on a la base verbale, le verbe n'est pas conjugué. Et au plan du sens, au niveau du sens, le type de phrase impérative, le schéma syntaxique impératif, le type de phrase impérative, véhicule le sens d'injonction. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par injonction? Le sens d'injonction, c'est-à-dire renvoie à ce qui relève
sur un gradient, sur un gradient. Gradient, ça s'écrit D-I-E-N-T, renvoie à ce qui relève sur un gradient, de l'ordre jusqu'à l'invitation. L'injonction, ça renvoie à ce qui relève, grosso modo, de l'ordre jusqu'à l'invitation sur un gradient, vous voyez. L'injonction, c'est pas forcément, dans ce cours, ça n'est pas forcément un ordre, c'est, vous voyez, une catégorie large qui recouvre à la fois l'ordre, mais jusqu'à l'invitation, vous voyez, sur un gradient. Donc, quand j'emploie un impératif, soit carrément j'en donne un ordre, soit j'invite, vous voyez, quelqu'un à faire quelque chose. Donc si je dis let's face it, c'est plutôt une invitation. Si je dis answer me, c'est un ordre, mais si je dis sit down, c'est plutôt une invitation aussi, vous voyez. Donc l'impératif est lié au sens injonctif, et j'entends par injonction tout ce qui, sur un gradient, relève de l'ordre jusqu'à l'invitation. Voilà. Alors, je vous donne simplement le type 4 et on va s'arrêter là. Je vous en dis deux petites choses et on s'arrête là. Donc, le quatrième type d'énoncé, ce sont les énoncés exclamatifs. Et ils sont de deux types. Les énoncés exclamatifs en what, c'est ce que vous avez avec les premiers exemples qui s'affichent, les énoncés exclamatifs en what. Et vous en avez un deuxième type qui sont les énoncés exclamatifs en how. Ceux qui sont en what et ceux qui sont en how, qui commencent par how. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à me poser sur ce premier cours? Alors, je vais arrêter de partager mon écran. Je mettrai l'exemple lié sur Amétis, dès que j'aurai réglé ce problème de page. Est-ce que le rythme du cours est trop rapide? Ça serait important que je le sache pour pouvoir m'adapter par rapport à la semaine prochaine. Bon, c'est très bien. Voilà. Ça vous convient? Sinon, n'hésitez pas à me le dire parce que je ne me rends absolument pas compte. Personnellement, je trouve que le rythme, c'est parfait parce que ça nous laisse, parce qu'en fait, comme on doit jongler entre nos documents Word et votre truc en minimisé et tout, et je trouve que c'est bien, vous parlez suffisamment lentement, on va dire, pour qu'on puisse prendre des notes. Moi, ça me convenait. Je pense que c'est pareil pour mes camarades. Mais... Bon, écoutez, alors, c'est parfait, mais en cas de problème, de toute façon, vous pouvez m'écrire et me le dire à chaque fois. Et est-ce que ça vous aiderait que je vous envoie l'exemplier avant le cours? Oui, ça serait très bien, madame. Et aussi, n'hésitez pas de répéter les phrases qui sont un peu longues pour les explications. D'accord, très bien. D'accord, il n'y a pas de souci, j'essaierai de le faire. Je répéterai, de toute façon, j'y reviendrai la fois prochaine. Et j'essaierai de vous envoyer l'exemplier avant le cours et de toute façon le mettre après, sur Amétis également. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine et je m'occupe de la page Amétis. Voilà, bonne continuation. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.